Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier les techniques de l'ordonnancement pour les systèmes temps réel. Nous allons présenter quelques algorithmes d'ordonnancement très classiques qui sont les plus souvent rencontrés dans les systèmes actuels. Rappelons brièvement les objectifs de l'ordonnancement temps réel. Je dirais qu'il y en a deux principaux en fonction du contexte d'exécution. Dans un premier temps, dans le contexte d'exécution normale, l'objectif de l'ordonnancement, c'est de s'assurer que toutes les tâches puissent respecter leurs contraintes temporelles. Dans un contexte d'exécution anormale, notre objectif est de nous assurer que le système puisse se retrouver dans un état stable, même lorsque le système subit une défaillance. La plupart des systèmes que nous allons voir sont basés sur la notion de priorité des tâches. Et dans ce type de système, plus haute est la priorité d'une tâche à un instant donné, plus courte sera sa durée d'attente du processeur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point un petit peu plus tard. Avant de commencer à décrire les algorithmes d'ordonnancement dans le détail, il est important d'expliciter certaines notions fondamentales pour la description de ces algorithmes. Une première notion très importante est la notion de séquence valide. Une séquence d'ordonnancement d'une configuration de tâche est valide si et seulement si toutes les échéances des tâches sont respectées. Une configuration ordonnançable est appelée ainsi si, pour une configuration de tâches, toutes les tâches respectent leurs échéances. Enfin vient la notion d'optimalité. Un algorithme d'ordonnancement est dit optimal s'il est capable d'ordonnancer toute configuration de tâches faisable. Autrement dit, si un ordonnanceur optimal ne parvient pas à construire une séquence valide pour une configuration de tâches donnée, alors aucun autre ordonnanceur ne pourra trouver une séquence valide pour cette même configuration. Une autre notion très importante dont on va se servir est la notion de test d'ordonnançabilité. Un test d'ordonnançabilité permet de déterminer, avant l'exécution des tâches, si un ordonnanceur pourra fournir une séquence d'ordonnancement valide pour une configuration de tâches donnée. Ceci est très important, notamment pour les applications temps réel dures, pour lesquelles il faudra impérativement s'assurer que l'application est réalisable. Cela s'effectuera donc dans une phase de mise au point en exécutant ce test d'ordonnançabilité avec, bien entendu, un ordonnanceur précis. Il existe trois types de tests d'ordonnançabilité. Le premier test est un test dit suffisant. Dans ce type de test, si le test est exécuté avec succès, alors on peut dire que l'ensemble des tâches sera ordonnançable. En revanche, si le test est un échec, alors on peut dire que les tâches peuvent être ordonnançables, mais ce n'est pas garanti. Pour un test nécessaire, si le test est couronné de succès, alors les tâches peuvent être ordonnançables, mais elles peuvent éventuellement ne pas l'être. En revanche, si le test échoue, alors on peut être certain que la configuration de tâches ne sera pas ordonnançable. Finalement, il existe un test dit exact qui combine les deux conditions nécessaires et suffisantes précédentes et qui revient à dire que la configuration des tâches sera ordonnançable si et seulement si le test est couronné de succès. Dans la suite de ce cours, nous allons étudier des algorithmes classiques basés sur les priorités. Il existe deux types d'algorithmes d'ordonnancement basés sur les priorités, les algorithmes dits à priorité fixe et les algorithmes à priorité dynamique ou variable. Dans les algorithmes à priorité fixe, chaque tâche se voit munie d'une priorité qui ne change pas pendant la vie d'une application. Dans les algorithmes à priorité dynamique, à tout moment, l'ordonnanceur peut avoir à recalculer les priorités, comme nous allons le voir bientôt. Il existe bien entendu d'autres algorithmes d'ordonnancement, notamment pour les tâches sporadiques ou apériodiques, mais ça, nous ne les étudierons pas dans le cadre de ce cours. Le premier algorithme que nous allons voir est un algorithme à priorité fixe.
Cet algorithme est appelé RM ou rate monotonique. Il a été introduit par Liu et Leyland en vue d'ordonnancer une configuration de tâches à échéance implicite, c'est-à-dire pour lesquelles l'échéance est égale à la période. Dans ce type d'algorithme, une tâche dispose d'une priorité fixe, inversement proportionnelle à sa période. Par conséquent, ce type d'algorithme donne, à tout instant, la priorité au job appartenant à la tâche de plus petite période d'activation. Notez que l'on part également du principe que toutes les tâches, ici, sont indépendantes. D'autre part, un résultat théorique très important, qui a été démontré notamment dans les travaux de Liu et Leyland, dit que cet algorithme est optimal lorsque l'échéance des tâches est égale à leur période. Si l'on s'intéresse maintenant à l'étude de l'ordonnançabilité, une condition suffisante d'ordonnançabilité a été proposée toujours par les fameux Liu et Leyland. Le théorème est le suivant. Pour une tâche à échéance sur requête, c'est-à-dire dont l'échéance est égale à la période, le système est ordonnançable par l'algorithme rate monotonique si la somme des CI sur PI, avec I allant de 1 à n, est inférieure ou égale à n facteur de 2 à la puissance 1 sur n moins 1. n est en fait ici le nombre de tâches. La somme des CI sur PI représente le taux d'utilisation du processeur pour une configuration de tâches périodique. En interprétant ce résultat, nous constatons que pour un nombre élevé de tâches, la limite supérieure de la charge processeur, qui garantit un ordonnancement faisable avec rate monotonique, tend vers ln de 2, c'est-à-dire quelque chose comme 0,69. Ça signifie qu'on ne pourra jamais dépasser plus de 69% des capacités du processeur. Notez également que c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Illustrons maintenant l'utilisation de cet algorithme d'ordonnancement sur un exemple. Le tableau que vous voyez sur la diapositive présente toutes les caractéristiques des tâches, c'est-à-dire leur période, dans la colonne PI, leur temps d'exécution, CI, c'est-à-dire le temps d'exécution au pire cas, et leur échéance pour chacune des tâches, DI. Elles sont indiquées ici en unités de temps. Par exemple, la tâche T1, elle a une période de 20 unités de temps, elle requiert 3 unités de temps pour s'exécuter et possède une échéance à 20 unités de temps de son apparition. De la même manière, T2 a une période de 5, une durée d'exécution de 2 et une échéance de 5. Finalement, pour la tâche T3, cette dernière a une période de 10, un temps d'exécution de 2 unités de temps et une échéance également à 10. Nous voyons bien sur cet exemple que pour toutes les tâches, la période est strictement identique à l'échéance, c'est-à-dire que les DI égale PI. Comment va se dérouler l'algorithme RM dans ce cas ? Je dirais que la première chose à faire, c'est de déterminer la priorité des tâches. Comme nous l'avons déjà dit, la priorité des tâches dans rate monotonique est inversement proportionnelle à la période de ces tâches. Nous voyons que la tâche qui a la plus petite période, c'est la tâche T2. Viendra ensuite la tâche T3, avec une période de 10, et la tâche T1, qui a la période la plus grande, aura donc la priorité la plus faible. Pour résumer, nous pouvons dire que la priorité de T2 sera supérieure à la priorité de T3, qui sera elle-même supérieure à la priorité de T1. Notez également que dans cette configuration cyclique, le domaine d'étude doit être égal au PPCM, ou plus petit commun multiple, des périodes. Ici, le plus petit commun multiple entre 5, 10 et 20, c'est 20. C'est donc sur 20 unités de temps que nous allons représenter l'exécution des tâches. Si on regarde à t égale 0, l'ordonnanceur va donc choisir de prélever la tâche de plus haute priorité, à savoir la tâche T2, qui est exécutée pendant 2 unités de temps. À t égale 2,
T2 a donc fini son exécution et l'ordonnanceur passera à la tâche de priorité juste inférieure, c'est-à-dire T3, qui s'exécutera également pendant 2 unités de temps. À t égale 4, l'ordonnanceur choisira d'exécuter la tâche qui reste de plus faible priorité, c'est-à-dire T1. Observez maintenant ce qui se passe à t égale 5. À t égale 5, la tâche T2 est réveillée à nouveau, ici, et comme c'est la tâche la plus prioritaire, elle va donc préempter la tâche T1 en cours d'exécution. T2 va donc s'exécuter pendant 2 unités de temps, et une fois son job terminé, elle va redonner la main à T1, ici, pour poursuivre son exécution. Notez que T3 ne peut pas s'exécuter encore parce qu'elle n'est pas encore réveillée à cet instant. Elle se réveillera uniquement à t égale 10. À t égale 9, T1 a donc fini son exécution, et T2 et T3 peuvent donc continuer à s'exécuter périodiquement. Finalement, nous pouvons voir graphiquement que la configuration des tâches est ordonnançable sur l'hyperpériode qui est formée du PPCM des périodes. Ceci est un résultat très important de la mesure où il peut démontrer graphiquement que le système est ordonnançable. Si l'on s'intéresse maintenant au test d'ordonnançabilité, nous pouvons appliquer la formule vue précédemment pour voir si le système est ordonnançable. Pour cela, nous allons d'abord calculer le facteur d'utilisation du CPU pour les 3 tâches. Ce facteur U est égal à C1 sur P1 plus C2 sur P2 plus C3 sur P3, ce qui est égal à 3 sur 20 plus 2 sur 5 plus 2 sur 10, c'est égal à 0,75. Si l'on calcule maintenant le deuxième terme de l'inéquation pour n égale 3, donc on met ici 3, facteur de 2 à la puissance 1 tiers moins 1, on trouve une valeur égale à 0,78. D'après la condition d'ordonnançabilité, comme 0,75 est inférieur à 0,78, alors on peut affirmer que le système est ordonnançable sans avoir à le démontrer graphiquement. Attention, dans certains cas, on peut trouver que l'inéquation n'est pas respectée. Dans ce cas, je vous rappelle que nous ne pouvons rien conclure sur l'ordonnançabilité du système, puisque, je vous le rappelle, la condition est suffisante, mais pas nécessaire. À titre d'exercice, je vous propose le problème suivant, où nous avons 3 tâches qui ont la configuration suivante, avec les périodes et les taux d'exécution au pire cas. Donc on a P1 qui est égal à 100, P2 150, P3 350 pour les périodes, et C1 égale 20, C2 égale 40, C3 égale 100. On se propose, dans un premier temps, de dessiner le diagramme d'activité, c'est-à-dire le diagramme de Gantt. Ce diagramme devait être tracé sur l'hyperpériode, c'est-à-dire, je vous le rappelle, sur une durée égale au plus petit commun multiple des périodes des 3 tâches. Ensuite, il vous est demandé de calculer classiquement le facteur d'utilisation du CPU et de regarder si la configuration des tâches est ordonnançable. Donc je vous laisse traiter cet exemple chez vous, à tête reposée. Il ne présente pas de difficulté particulière par rapport à l'exercice que nous venons de traiter. Pour les tâches à échéance contrainte, c'est-à-dire une échéance relative inférieure ou égale à la période, un nouvel algorithme, deadline monotonique, ou DM, consiste à affecter aux tâches une priorité inversement proportionnelle à leur échéance relative. DM est donc identique à RM, rate monotonique, qu'on vient de voir, dans le cas particulier des tâches à échéance implicite, c'est-à-dire lorsque l'échéance est égale à la période. Notez que cet algorithme est optimal pour les tâches périodiques indépendantes où l'échéance est inférieure ou égale à la période. Si on regarde maintenant le test d'ordonnançabilité pour cet algorithme DM, on s'aperçoit qu'il est sensiblement identique au test d'ordonnançabilité de l'algorithme RM, si ce n'est que l'on ne va pas évaluer le taux d'utilisation du processeur, mais son taux de charge, c'est-à-dire la somme des CI sur DI, ici, et non la somme des CI sur PI comme on le faisait précédemment. Donc,
Pour n tâches périodiques, le système est ordonnançable par l'algorithme deadline monotonique si la somme des CI sur DI, avec I qui est égal à 1 à n, est inférieure ou égale à n facteur de 2 à la puissance 1 sur n moins 1. Donc comme pour l'algorithme rate monotonique, cette condition d'ordonnançabilité est suffisante uniquement et elle n'est pas nécessaire. Illustrons maintenant le fonctionnement de cet algorithme d'ordonnancement sur la configuration de tâches suivantes. Donc il existe 3 tâches, T1, T2, T3, avec des périodes respectives de 20, 5 et 15. En ce qui concerne le temps d'exécution des tâches, C1 égale 3, C2 égale 2 et C3 est égal à 2 également. Quant aux échéances des tâches, elles valent respectivement 14 pour T1, 15 pour T2 et 15 pour T3. Nous voyons bien que dans cette configuration, l'échéance est inférieure ou égale à la période des tâches. Il est alors facile de déterminer la priorité des tâches en regardant simplement quelle est la tâche qui a l'échéance qui arrive le plus tôt. Il s'agit de la tâche T2, puisque son échéance arrive ici à T égale 5. Ceci est représenté sur le diagramme que vous voyez ici par une flèche qui pointe vers le bas. L'échéance qui arrive juste après l'échéance de la tâche T2, c'est celle de T1, qui arrive en T égale 14. Finalement, il reste l'échéance de la tâche T3, qui est positionnée à T égale 15. En termes de priorité, nous aurons donc la priorité de T2, qui est plus grande que la priorité de T1, qui est elle-même plus grande que la priorité de T3. Si nous traçons maintenant le diagramme d'exécution des tâches, nous allons commencer à T égale 0 par exécuter la tâche de plus grande priorité, c'est-à-dire la tâche T2. Cette dernière va s'exécuter pendant 2 unités de temps. À T égale 2, c'est ensuite la tâche T1 qui s'exécutera pendant 3 unités de temps. Finalement, à T égale 5, quand la tâche T2 se réveillera à nouveau, elle sera exécutée en priorité car elle est plus prioritaire que T3. Donc c'est à T égale 7, quand T2 aura fini d'exécuter son travail, que T1 aura également fini le sien, que T3 pourra s'exécuter pour 2 unités de temps. Il est clair sur ce graphique que toutes les tâches respectent leurs échéances. Vous avez également la possibilité de le démontrer en appliquant la formule que nous venons de voir et dans la diapositive précédente. Nous allons voir maintenant un autre algorithme d'ordonnancement qui lui aussi est très connu. Il s'agit de EDF pour Earliest Deadline First. EDF, c'est un ordonnanceur à priorité fixe au niveau des jobs et à priorité dynamique au niveau des tâches. Il a été présenté par Jackson en 1955. Donc avec l'algorithme EDF, la plus haute priorité à l'instant T est accordée à la tâche dont l'échéance est la plus proche de cet instant. EDF s'utilise majoritairement avec des préemptions. Si un job très urgent se réveille, le job en cours d'exécution est préempté au profit du plus urgent. Cet algorithme d'ordonnancement est utilisable pour les tâches périodiques ou non. Si l'on regarde maintenant l'optimalité de cet algorithme, nous pouvons démontrer qu'aucun algorithme ne peut ordonnancer une configuration de tâches périodiques si cette configuration ne peut pas être ordonnancée par EDF. Une configuration de n tâches périodiques synchrones à échéance sur requête est ordonnançable avec EDF si et seulement si son facteur d'utilisation U est égal à la somme des CI sur PI avec I égale 1 à n est inférieur ou égal à 1. Donc la condition précédente, elle mérite d'être relativement simple à tester. C'est aussi une condition à la fois nécessaire et suffisante. Elle nous permet de constater, en gros, que l'on peut garantir la faisabilité d'une application qui utilise jusqu'à 100% de la capacité de traitement du processeur. Cependant, cette condition suppose que toutes les tâches aient une échéance relative égale à la période.
Ça, c'est très important. Pour toutes les autres tâches, c'est-à-dire dans les cas où les échéances ne sont pas égales à la période, il existe une condition suffisante qui est la suivante. La somme des CI sur DI avec I égale 1 jusqu'à N doit être inférieure ou égale à 1. Regardons maintenant l'exemple d'EDF sur la configuration de tâches suivantes. Là encore, nous avons 3 tâches avec des priorités, des temps d'exécution et des échéances qui sont différentes. Notons que dans le cas d'un algorithme à priorité dynamique, la priorité est calculée lors de l'exécution de l'algorithme d'ordonnancement. Il n'est pas déterminé hors ligne comme les autres. Donc, comment va donc fonctionner l'algorithme EDF sur cette configuration de tâches? Alors, dans un premier temps, à t égale 0, nous allons regarder quelle est l'échéance qui arrive le plus tôt. D'accord? Si nous regardons les échéances, l'échéance de T1 arrive en 8, l'échéance de T2 arrive à t égale 4, l'échéance de T3 arrive à t égale 10. L'algorithme va donc choisir la tâche dont l'échéance arrive le plus tôt, c'est-à-dire la tâche T2. Il va ainsi commencer son exécution. L'algorithme va, à chaque réveil de job, recalculer l'échéance la plus proche et ordonnancer la tâche correspondante. À t égale 2, l'algorithme d'ordonnancement va donc décider d'exécuter T1, car c'est la tâche qui a l'échéance la plus proche, c'est-à-dire à t égale 8. Ensuite, à t égale 3, c'est la tâche T3 qui s'exécutera, car T1 et T2 auront fini leur job précédent et attendront donc d'être réveillés, c'est-à-dire en t égale 20 pour T1 et en t égale 5 pour T2. En t égale 5, la tâche T3 sera ici préemptée au profit de T2, dont l'échéance est la plus proche, c'est-à-dire t égale 9. Et le processus va se poursuivre indéfiniment. L'algorithme LLF, que nous allons étudier maintenant, est un petit peu différent dans la mesure où il attribue à tout instant la plus haute priorité à la tâche ayant la plus faible laxité dynamique. Vous vous rappelez ce qu'est la laxité? Donc à chaque instant t, le job le plus prioritaire sera celui dont la laxité sera la plus petite. La laxité dynamique L de t représente le temps maximum pendant lequel l'exécution du job de la tâche I peut être retardée, sans que celui-ci manque son échéance. Je vous rappelle que la laxité dynamique est égale à l'échéance moins le temps courant, moins le temps restant à la tâche pour s'exécuter. Cet algorithme d'ordonnancement peut lui aussi être utilisé dans un contexte de tâche périodique ou non périodique. En ce qui concerne le test d'ordonnançabilité, nous pouvons dire qu'un ensemble de tâches T1, T2 jusqu'à Tn, avec des échéances égales à leur période, est ordonnançable par LLF si la somme des CI sur PI, avec I allant de 1 à N, est inférieure ou égale à 1. Cette condition, comme dans le cas d'EDF, est nécessaire et suffisante. Pour toutes les autres tâches, c'est-à-dire pour lesquelles l'échéance n'est pas égale à la période, alors la condition suivante peut être utilisée. Somme des CI sur DI, avec I allant de 1 jusqu'à N, doit être inférieure ou égale à 1. Donc cette condition est suffisante, je vous le rappelle, mais pas nécessaire. Notez que LLF est optimal pour des configurations de tâches périodiques, indépendantes, à échéance contrainte, c'est-à-dire dont les échéances sont inférieures à la période. Contrairement à un algorithme à priorité fixe au niveau des jobs, tel que EDF, LLF nécessite de mettre à jour continuellement les priorités des jobs. Donc pour EDF, je vous rappelle, cette mise à jour n'est faite qu'au réveil des jobs. Et là, puisqu'on calcule la laxité à chaque réveil ou terminaison de job, LLF entraîne plus de préemption et donc plus de changements de contexte que EDF. On peut en déduire que EDF est plus efficace et plus facilement implémentable que LLF. Voyons maintenant le fonctionnement de l'algorithme LLF
sur un exemple. Nous avons ici 3 tâches avec leurs différentes caractéristiques qui sont résumées dans le tableau ici en haut à droite. Nous voyons notamment que les périodes et les échéances sont différentes pour les tâches T1, T2. Quant à T3, sa période est égale à son échéance, d'accord, qui est égale à 10 unités de temps. C'est ce qu'on voit ici. À T égale 0, la tâche qui va s'exécuter est donc la tâche qui a la plus petite laxité, la plus petite marge de manœuvre. Nous pouvons voir graphiquement qu'il s'agit de la tâche T2, dont l'échéance arrive relativement tôt puisqu'elle est à T égale 4. Ici. Cette laxité sera ensuite calculée à chaque unité de temps. Par exemple, à T égale 2, la tâche T2 ayant terminé son job, il va falloir calculer la laxité entre la tâche T3 et la tâche T1. Graphiquement, nous pouvons voir que comme la tâche T3 doit s'exécuter pendant 4 unités de temps, elle dispose de moins de marge de manœuvre que la tâche T1. C'est donc la tâche T3 qui sera exécutée avant la tâche T1. Un problème va se poser néanmoins en T égale 3, car à ce moment précis, les laxités entre les différentes tâches T1 et T3 sont identiques. Dans ce cas, c'est au constructeur de l'ordonnanceur d'imposer une contrainte supplémentaire. On peut par exemple choisir que c'est la tâche de plus petit numéro qui devra s'exécuter, et ça c'est un choix qui est purement arbitraire. Ce deuxième exemple illustre le calcul des différentes laxités pour 3 tâches de configuration différentes, avec des temps d'arrivée différents, des durées d'exécution différentes et des échéances également différentes. Si l'on regarde ce qui se passe à t égale 0, là, nous voyons qu'il n'y a pas de problème particulier puisque ni la tâche T2 ni la tâche T3 ne sont encore arrivées. Le problème va commencer à se poser à t égale 4, où T1 et T2 seront présentes. T1 n'aura pas fini de s'exécuter et T2 n'aura même pas commencé. Le calcul de la laxité de T1 donne 33, qui est son échéance, moins 4, qui est le temps courant, moins 6, qui représente le temps qu'il reste pour son exécution. Ces 6 unités de temps sont calculées facilement car elles correspondent finalement au temps total de la tâche, d'accord, qui est 10 unités de temps, moins le temps qui a déjà été effectué, c'est-à-dire 4 unités de temps de T0 à T égale 4. La laxité pour la tâche T1 est donc de 23. De la même façon, si nous calculons la laxité de T2, nous obtenons 28, qui correspond à son échéance, moins 4, qui est le temps courant, moins 3, qui est le temps qu'il reste à exécuter pour la tâche T2. Nous obtenons donc 21. Et comme 21 est inférieur à 23, c'est donc la tâche T2 qui s'exécutera en T égale 4. Maintenant, regardons ce qui se passe en T égale 5, temps auquel arrive la tâche T3. Il va donc falloir calculer 3 laxités correspondant respectivement aux tâches T1, T2 et T3. La laxité de T1 est égale à 33, la deadline, moins 5, qui est le temps courant, moins 6, qui correspond au temps qu'il reste à exécuter. Le résultat est donc 22. La laxité de la tâche T2 est égale à 28, qui est son échéance, moins 5, le temps courant, moins 2, qui représente le nombre d'unités de temps qui reste à la tâche T2 avant de terminer son exécution, et le résultat est donc 21. La laxité de T3 est égale à 29, moins 5, moins 10, puisqu'elle n'est pas encore exécutée et qu'il lui faut 10 unités de temps pour s'exécuter. Donc ceci donne un résultat de 14. Nous voyons bien que la plus petite laxité est la laxité de T3, et donc c'est T3 qui sera exécuté quand T égale 5. Notez que la laxité, elle est calculée à chaque unité de temps, comme nous venons de le dire, ce qui représente une certaine complexité dans la mise en œuvre de l'algorithme. Car il faut non seulement connaître les échéances des tâches, mais également le nombre d'unités de temps qu'il reste à exécuter pour chacune des tâches. Et ça peut se révéler complexe, ou du moins beaucoup plus complexe que dans les autres algorithmes.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à très bientôt.